Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Notre dossier du jour est consacré à la fête des vendanges de Montmartre. Ça commence ce soir et ça dure jusqu'à la fin du week-end. En culture, on s'intéresse à une nouvelle exposition au musée Carnavalet sur les gens de Paris entre 1926 et 1936. L'occasion peut-être d'en apprendre plus sur nos ancêtres. Et enfin, l'art de vivre, on parlera de loisirs créatifs et on vous dira où passer une journée DIY dans la capitale. On en parle en fin d'émission. La fête des vendanges de Montmartre, ça commence aujourd'hui et ça se termine dimanche pour sa 92e émission. La jeunesse est mise à l'honneur. Et le programme s'annonce très dense et festif. Pour en parler en plateau avec nous, Caroline Thibaudeau, viticultrice et consultante pour la mairie de Paris. Brigitte Thibaudeau, viticultrice également consultante pour la mairie de Paris. Sylvie Canal, vous êtes programmatrice de la fête des vendanges pour la mairie du 18e. Et enfin, David Chantran, vous êtes historien. Merci beaucoup à tous d'être présents. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la genèse de cet événement. Et avant ça, même savoir depuis quand est-ce qu'à Montmartre, on produit et on cultive des vignes. On cultive les vignes depuis 1930. 34. Voilà. Si vous voulez, je peux L'historien est ici, oui. Donc, en fait, on cultive la vigne à Montmartre depuis le Xe siècle. C'est-à-dire que depuis 900, à peu près 900, 950, il y a des vignes à Montmartre. Et il y en avait énormément. C'est-à-dire que quasiment toute la butte était occupée par la vigne, à 3/4 à peu près de son espace. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'octroi, c'est-à-dire le droit de payer quand on entrait avec des marchandises ou quand on en sortait, il y avait une sorte de taxe, un peu comme aujourd'hui on paie son péage ou ce genre de choses. Et donc Montmartre, qui était à l'extérieur, qui était un village à l'extérieur de Paris, n'avait pas cette taxe. Donc, forcément, les produits étaient moins chers et les Parisiens venaient à la fois faire la fête et venir chercher leur vin à Montmartre. Et puis ensuite, ça va disparaître parce qu'il y a eu de grandes activités viticoles, en particulier parce que les abbesses cultivaient à l'époque d'Adélaïde de Savoie, à peu près au XIIe siècle, et ça va être comme ça jusqu'en 1933. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en 1933 en 1933, il y a déjà des promoteurs, parce qu'en 1860, Montmartre, qui était, comme je vous le disais, un village, va être intégré dans Paris. Et donc, l'urbanisation va être galopante. Donc, les endroits qui étaient réservés auparavant à la vigne vont disparaître. Et à ce moment-là, en 1933, on se dit « Oh là là, il y a un espace très important, c'était là où vivait Aristide Bruant, il faut le préserver. » Et quoi de mieux que de mettre à peu près 2000 plants de vignes. Comme ça, personne ne viendra. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour cette raison que la première fête des vendanges a lieu l'année suivante. Et pour contrer un vilain promoteur immobilier. Donc on peut dire que Montmartre, depuis très longtemps, c'est une terre viticole et sociale, parce qu'il me semble que les gains vont à des œuvres sociales. Tous les gains de la vente du vin de Montmartre sont attribués au comité des fêtes et d'action sociale qui gère un peu la vigne et la vente du vin du 18e, et ça va aux actions sociales du 18e. C'est toujours le cas aujourd'hui comme c'est toujours le cas aujourd'hui, et la fête des vendanges est un événement solidaire. Très bien. Alors nos journalistes Camille Jaïr et Marine Carbalet sont allés sur place il y a quelques mois pour voir comment sont cultivées les vignes et rencontrer les habitants. On regarde et on commente juste après. « 91 ans maintenant que la tradition se perpétue au Clos Montmartre, la plus ancienne vigne de Paris. Et pas question pour Leïla de rater ce rendez-vous annuel. Je pense être dans les 20e vendanges. Mes parents connaissaient ça, on m'en parlait beaucoup. En plus, on nous amenait quand on était petits. Je pense que c'est un symbole, quoi. C'est un symbole. Un symbole qui naît en 1933 quand les habitants plantent quelques 2000 pieds de vigne sur ce bout de terrain pour éviter qu'on y construise un immeuble. Le peintre Francis Poulbeau décide alors d'utiliser les recettes du vin pour aider les enfants pauvres de la butte. Et près d'un siècle après, la vigne est fière d'avoir gardé sa dimension sociale. Ce vin, il est produit par le Comité des fêtes et d'action sociale du 18e, qui est une association qui le vend. Et le bénéfice de cette vente lui permet de financer tous les ans son action sociale. Par exemple, un repas au moment de Noël à destination d'un très grand nombre de personnes âgées isolées du 18e qui viennent à Montmartre partager un moment festif. L'autre spécificité de cette vigne atypique en plein cœur de la capitale, c'est la variété de ses nombreux cépages. Et ça, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on connaît, nous, sur les appellations des autres régions viticoles. C'est qu'ici, ils ont pris la liberté d'aller choisir ces cépages qui, eux-mêmes, ne vont pas être sensibles et vont pouvoir, sans produits chimiques, permettre de produire de beaux raisins. C'est magnifique, là, ça va être bien pour nous.
C'est ici, dans les sous-sols de la mairie du 18e arrondissement, seul bâtiment municipal de France à l'intérieur duquel on fait du vin, que les grappes sont pressées et seront vinifiées. C'est du fruit et des tanins très tendres. Ça, c'est surtout ça. Donc c'est un vin relativement léger, mais qui a de la personnalité, qui a quand même ses arômes. En rosé, vous allez avoir des côtés arômes un peu sur le fruit, des arômes un peu épicés également. Et le rouge, il va avoir énormément de côtés cassis, fruits noirs, et surtout des tanins très très légers, très tendres, très ronds. Facile à boire, quoi. C'est un vin qui est facile, agréable, plaisant. Il faudra plusieurs mois et différentes étapes à ce jus de raisin pour être transformé. Le vin sera ensuite vendu lors de la fête des vendanges de Montmartre en octobre prochain. En octobre prochain, c'est ce week-end, avec comme thème la jeunesse. Pourquoi ce thème? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que seuls les jeunes peuvent y aller ou est-ce que de 7 à 77 ans, tout le monde peut venir en famille? Non, c'est le 18e qui fête l'éternelle jeunesse. Et l'éternelle jeunesse, c'est un peu l'ADN du 18e arrondissement, qui est un arrondissement particulier à Paris, où les gens se croisent, se rencontrent, travaillent ensemble. Les habitants du 18e, de 7 à 77 ans, sont tous acteurs de cette fête des vendanges. Et tout le monde est invité à venir. Tout le monde est invité à venir, et ce qui rend cette fête vraiment unique. C'est pas une fête comme les autres. Il y a beaucoup de fêtes à Paris et en France, très belles fêtes. La fête des vendanges, c'est très particulier parce que tout le monde se l'approprie, tout le monde y participe et se l'approprie. C'est une fête commune, ça fait partie du patrimoine des Parisiens et des Franciliens. Absolument, et du patrimoine du 18e et au-delà des Parisiens et des Franciliens, parce qu'il y a tellement de monde maintenant qui vient à la fête des vendanges. Alors j'ai lu que ça avait toujours été le deuxième week-end d'octobre. Je me tourne vers vous, parce que vous êtes un petit peu les spécialistes, Caroline Thibaudeau et Brigitte Thibaudeau, du vin. Pourquoi le deuxième week-end d'octobre? Est-ce que c'est propice? Est-ce qu'il y a un climat particulier? Alors nous, la récolte, on l'a, pour être tout à fait transparente, réalisée il y a déjà 10 jours. On va vraiment choisir la date optimale pour les raisins. Et on est sûr que le deuxième week-end d'octobre, on a au moins tout vendangé. Parce qu'en général, c'est vraiment à ce moment-là la fin des vendanges. Mais nous, c'est vrai que la date de vendange, c'est parfois à 2-3 jours près qu'on va choisir la date optimale où les raisins vont être le plus mûrs possible. Et comment on sait comment les raisins sont le plus mûrs possible, un peu à l'avance, parce que c'est compliqué, c'est un petit peu un pari en fait. Et oui, c'est ça qui est compliqué, c'est d'anticiper et de prévoir environ 15 jours à l'avance quand est-ce que ça va être mûr. Donc là, on est allé plusieurs fois à Paris, on a fait le tour des parcelles, et à Montmartre, on a beaucoup goûté. On attend que le raisin soit sucré, on attend que la peau soit fine, que les tanins soient extractibles. Il y a tout un ensemble de choses qui nous font dire... Dans 2 semaines, ça va être bon. Et c'est une prise de risque aussi, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui attend les Parisiens du 18e arrondissement de la capitale ce week-end. Quels sont, selon vous, les moments forts de ce week-end? Tous. Tous, évidemment. Dans 5 jours, tous. Ça a commencé cet après-midi avec tous les enfants des centres de loisirs du 18e. Bon, ce n'était pas ouvert au public. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture à la mairie du 18e. C'est ouvert à tout le monde, avec une chorale qui est très connue à Paris, la chorale Envie de chanter, qui est une chorale participative, et un danseur chorégraphe qui va faire danser le public. Demain, il y a un moment très émouvant. Chaque année, dans la fête des vendanges, c'est la grande chorale des enfants des écoles du 18e. Donc les enfants sont vraiment au cœur du dispositif, en fait. Au cœur du dispositif. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, déjà depuis 1934. C'est-à-dire qu'au moment de la première fête, effectivement, il y a des Justement, j'allais parler des petits poulbeaux avec leurs petits habits d'infanterie, il me semble, c'est ça? Exactement, qui était un rappel, effectivement, du moment où la commune de Montmartre est entrée dans Paris, puisqu'en 1860, on est sous le Second Empire, et que ces uniformes sont directement liés à l'histoire de Napoléon III. Donc ils ont cette tenue, et ils s'appellent poulbeaux. Évidemment, on l'a rappelé dans le sujet, en l'honneur de Francisque Poulbeau, qui était vraiment le personnage emblématique de Montmartre, et notamment de cette rue. Et donc, ils viennent chanter, ils viennent animer, et ils viennent avec leurs petits tambours. Donc, c'est aussi cette tradition qui est respectée. En 1934, la marraine de l'époque, c'était Mistinguett. Bien sûr. Et le parrain, Fernandel. Bien sûr. Et puis, ça leur permet, en plus, eux, aux plus jeunes, de s'approprier l'histoire de leur quartier. C'est hyper important, finalement. Hyper important. Oui, oui. Ils sont très heureux, chaque année, d'être à la fête des vendanges et de nous accompagner à chaque fois avec leur roulement de tambour. Et c'est très joyeux. Alors, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc là, on a vu pour les enfants, évidemment, d'abord pour les amateurs de vin aussi, et de bons vins, comme on le voit dans le reportage. Il y a une grande variété de cépages, si j'ai bien compris, et le tout sans produits chimiques. Donc on est sûr un petit peu de la qualité du vin de cette année. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ce sera du bon vin?
Alors, c'est un vin qui a été donc vendangé l'an dernier et qui a été vinifié dans les caves de la ville de Paris. Donc, on ne l'a pas goûté, nous. Alors, on ne va pas vous dire si c'est un bon vin, mais c'est certainement un vin unique. Unique parce qu'aucun endroit au monde, on a une telle variété de cépages dans une si petite parcelle. Donc, et comme le disait Sylviane Leplâtre, c'est des tanins ronds, souples. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et il y en a pour. Alors, je pense que c'est quand même un vin assez tannique, avec cette douceur due à l'encépagement certainement. Des cépages résistants. Oui, il y a quelque chose qui est assez unique. Et ce que dit maman à travers cela, c'est l'encépagement. C'est que nous, dans les régions viticoles classiques, donc nous, on prend l'exemple à Saint-Émilion chez nous. Qui est plus classique, qui est plus connu. On a droit à 5 variétés. Ces 5 variétés-là, elles sont au cahier des charges et on les respecte, ce cahier des charges. Ici, à Paris, il y a une liberté. Celle de pouvoir planter. Donc, il y a une vingtaine de cépages plantés rien que sur le petit clos Montmartre. Ces cépages-là, ils ne sont pas très connus. D'ailleurs, si on vous dit les noms, personne ne les connaîtra forcément. C'est des hybrides, des cépages qui ont été développés par la science pour ne pas avoir besoin de produits chimiques. Donc, pour toutes ces raisons-là, ces vignes, elles sont traitées sans produits chimiques de synthèse. Elles sont le reflet de 27 cépages un peu inconnus. Donc, finalement, ce vin de Montmartre, il est juste incomparable. Je vous posais la question parce que écoutez ce que disait Sylviane Leplâtre, qui est œnologue en charge de la vigne de Montmartre. En 2019, c'est assez étonnant. On écoute et je vous fais réagir juste après. Et cette parcelle qui n'était pas destinée du tout à faire une vigne, qui a été installée en plein nord. Alors quand même, on est à Paris, on est quand même en zone septentrionale. En plein nord, c'est pas l'idéal pour faire un vin rouge. Mais là, avec le changement climatique, on a de plus en plus maintenant de choix pour faire un rouge qui va être très expressif. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle disait, avec ses propos ? Elle était visionnaire parce qu'effectivement, tout ce qui est orienté au sud commence à souffrir du réchauffement climatique, de la chaleur, de trop d'ensoleillement. Et peut-être... À Paris, trop d'ensoleillement ? Mais c'est la question qu'on peut se poser, je pense que ça peut surprendre un petit peu tout le monde. Ça surprend, mais oui, l'ensoleillement, il est particulièrement important et le changement climatique chez nous, en tout cas dans les vignobles, on le prend de plein fouet et ça se voit. Les vins qui, il y a 15 ans, titrés, donc avaient de l'alcool à hauteur de 12,5, maintenant vont facilement atteindre 14,5. Et ça va marcher de la même manière pour le vignoble. Degré d'alcool. Ça marche de la même manière pour le vignoble parisien. Donc finalement, se retrouver avec des versants nord et avec des cépages qui produisent naturellement moins d'alcool, c'est un peu le pari gagnant pour avoir finalement des vins super modernes. D'accord, mais les terres, elles ont changé au fur et à mesure de l'époque, elles se sont transformées ? Alors, c'est pas qu'elles se sont transformées, c'est comme on l'a dit, ça a été justement rappelé, le réchauffement. Et puis un autre aspect, c'est qu'au départ, les vignes viennent de Thomery, près de Fontainebleau, donc il a fallu les adapter. Ensuite, c'est transformé et c'est remplacé par des vins qui viennent, je crois, de Suisse, enfin des cépages qui viennent de Suisse, qui sont transformés également. C'est un melting pot de différentes vignes, en fait. Et pour dire que c'était tellement difficile dans un premier temps de l'installer, c'est que la première fête de la vendange, la fête des vendanges, eh bien, on n'était pas du tout prêt pour le faire, justement. Donc, on était obligé d'aller acheter du vin, enfin plutôt des cèpes et des éléments pour donner un peu l'illusion et surtout chercher des grappes de raisin pour que les invités d'honneur, on parlait tout à l'heure de Mistinguett et de Fernandel, viennent couper, mais ça n'était que du vin et que du raisin plutôt qui était venu de l'extérieur. Donc c'était pas encore transformé. Et après ça va être le cas. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une accélération à la fois du réchauffement et de l'installation qui en fait quelque chose d'assez unique, comme vous l'avez rappelé. Assez unique, c'est aussi le cas, donc on va revenir au programme de ce week-end. J'ai vu que c'était aussi un événement qui s'adressait aux sportifs. Demain soir, il y a la course nocturne des vendanges. Qui peut s'inscrire? Combien de kilomètres? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors non, on ne peut plus s'inscrire. C'est fermé? Oui, c'est archi complet. Ça s'est vendu très rapidement. Enfin, je dis vendu d'ailleurs. Toujours non, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ça s'est rempli très vite. Après, il y a toujours des désistements, des gens qui ne viennent pas. Donc, si vous voulez courir demain, venez et je suis sûre qu'on vous trouvera une petite place. Donc, c'est une boucle de 5 km à la nuit tombée qui part du pied du Sacré-Cœur, en bas du square Louise Michel, qui fait le tour de Montmartre. C'est un moment magnifique. Il y a combien de kilomètres? 5 km. Ça va, donc c'est plutôt accessible quand même. Ça va, mais ça monte et du dénivelé, quoi. C'est Montmartre. Mais c'est très joyeux. C'est une course très colorée. Il y a un dress code qui est le fluo, donc tout le monde arrive. On les repère dans la nuit. C'est très festif. Très festif, et il n'y a pas de compétition et tout le monde gagne une médaille. Ah, c'est super. Et il y a également de nombreux concerts, des visites qui permettent à toutes les générations de se rassembler. Il y a des concerts à partir de ce soir et jusqu'à samedi soir au Hasard Ludique et à l'ADN Montmartre, dans 2 lieux du 18e. On accueille 16 artistes pour un festival de musique de jeunes artistes en développement qui s'appelle Décibel Vendange, qui existe depuis 2018.
Voilà, donc le but, c'est aussi de faire émerger des jeunes talents. Est-ce que le 18e a toujours, dans l'histoire, été un territoire qui a pu faire émerger, qui a eu un gros aspect culturel? Oui, et pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire que les loyers étaient moins chers, parce que les lieux étaient aussi adaptés. Et c'était pas dans Paris. C'était pas dans Paris, et surtout, il y avait une luminosité importante. Donc tous les artistes, la plupart des artistes, soit choisissaient Montparnasse, soit choisissaient Montmartre, et donc tous les ateliers que vous connaissez, jusqu'au cabaret, que ce soit le Lapin à Gilles ou d'autres, étaient dans le 18e. Donc il y avait cette particularité qui va se perpétuer après 1860 et qui fait effectivement que Montmartre, c'est un lieu vraiment d'artistes. Il a toujours attiré les artistes, et ce depuis même avant le 19e siècle, le 20e Suzanne Valadon, siècle. Ils sont tous là, et le musée de Montmartre qui se trouve juste à proximité justement des vignes est là bien pour le rappeler, parce qu'on est entre la rue des Saules d'un côté et la rue Saint-Vincent de l'autre, la bien nommée, puisque Saint-Vincent, c'est le saint patron des viticulteurs et des vendangeurs, donc forcément, il y a tout pour faire un espace à la fois de convivialité et des artistes qui sont ici réunis. Évidemment, donc avec du vin et de la musique, je pense qu'on peut que passer un bon week-end. La marraine de cette année n'a rien à voir avec la musique. J'ai vu que c'était Valérie Perrin qui était auteure reconnue, qui fait partie des 10 auteurs les plus vendus en France selon un classement du Figaro littéraire. Pourquoi ce choix ? Parce qu'elle est habitante du 18e. Donc on prend en plus des personnes qui connaissent le quartier et qui permettent de le mettre en valeur. On essaye, c'est pas toujours le cas, mais on essaye. Vous receviez tout à l'heure Thomas Dutronc. Thomas Dutronc a été parrain de la fête des vendanges il y a quelques années. Il n'était pas dans le 18e, mais il connaît bien avec la fête des vendanges. Alors 2 grands événements qui m'ont intriguée ce week-end. Tout d'abord le grand défilé de samedi. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? J'ai l'impression que ça attire énormément de monde. Alors, c'est le grand défilé qui part de la vigne de Montmartre après le banc des vendanges. Le banc des vendanges, c'est normalement l'ouverture des vendanges. Là, c'est pas tout à fait l'ouverture, mais on garde cette tradition du banc des vendanges où on vient rendre hommage à la vigne. Donc, il y a des confréries qui viennent de la France entière, voire au-delà de nos frontières. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de cultures différentes. Oui. Ça date de quand, cette grande marche? Cette grande marche, elle date des années 30, déjà dans les années 30, et puis elle s'est popularisée dans les années 50, puisque c'est un moment où justement on essaie de se singulariser et de montrer qu'il y a aussi un attachement aux traditions. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était un moment très important aussi pour fédérer et se retrouver dans cet esprit où on essayait de se divertir après des moments difficiles. Et donc cette grande marche, elle commence quand exactement ? Alors, elle commence samedi, après le banc des vendanges, vers 11h45 à peu près. Et c'est un défilé qui va donc des vignes de Montmartre jusqu'à la mairie du 18e, place Jules Geoffrin. Et là, il y a toutes les confréries qui défilent sont invitées à un grand buffet très festif. Un joli moment dans la mairie en prévision. Du 18e. Voilà, un très beau moment. Et alors, il y a un autre événement qui m'a interpellée. La cérémonie de non-demande en mariage. Alors ça ressemble à ça, on va le voir à l'écran. Et en fait, ça m'a fait un petit peu penser à ça, une musique de Brassens. De Brassens. J'ai l'honneur de la non-demande en mariage. Brassens qui avait d'ailleurs été mise à l'honneur en 2007. C'est ça. D'où vient cette tradition de non-demande en mariage? Est-ce que vous avez déjà tous pu y assister, par exemple? Alors, moi, oui, tous les ans, depuis 2007. Moi, je suis même non mariée. D'accord. Alors, il y a une histoire avec la tradition. C'est que, comme je vous le disais, 1860, c'est le moment où les différents villages environnants sont intégrés parce que l'urbanisation et parce qu'il y a aussi une volonté de contrôle. Aujourd'hui, on est allé au-delà, puisqu'il y a le Grand Paris, que vous connaissez aujourd'hui, présidé par Patrick Ollier. Eh bien, à l'époque, au moment où c'est rattaché, il y a une tradition qui, justement, dit que les gens qui ne se marient pas se marient dans la mairie du 13e arrondissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 12 arrondissements à l'époque, aujourd'hui on en compte 20. Donc la tradition voulait qu'on ne fasse pas de demande en mariage pour les gens qui voulaient vivre en concubinage. D'accord. Au moment où justement c'est réintégré et que tous ces villages sont intégrés dans l'ensemble, on se dit, bah voilà, il va falloir continuer la numérotation. Et le 13e tombait, étonnamment, dans le 16e arrondissement. Et le 16e arrondissement très chic dit, oh là là, non, non. Ah oui, on ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de ça chez nous. Bien sûr. Donc on va renuméroter et redécouper Paris autrement. Le 18e garde cette tradition en disant, pour les gens libres, pour les gens qui ont cet esprit justement de liberté et d'indépendance, restez dans le 18e. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette non-demande en mariage respectée. La liberté, l'indépendance, c'est un peu le 18e. Parce que en 2007, la thématique de la fête, c'était Brassens. Et qu'une libraire, Marie-Rose Garnieri, qui est libraire aux Abbesses, a fait cette proposition d'organiser une cérémonie de non-demande en mariage basée sur la chanson, le texte de Brassens.
Et ça a été un succès alors, phénoménal dès la première. Il faut s'inscrire, il faut faire une démarche de un dossier de mariage. C'est aussi compliqué non, il faut s'inscrire sur le site de la Fête des Vendanges de Montmartre, tout simplement. C'est très simple. Il faut s'inscrire tôt dans l'année parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a des couples qui sont venus du monde entier pour se non marier. Ah bon, à ce pendant la fête. Ah oui, oui. Il y a combien de couples à peu près qui vont être non mariés? 25. D'accord. 25 couples qui vont, 25, 30 qui vont... Ah, mais il y en a qui viennent avec des témoins. Bien on travaille avec une compagnie qui s'appelle Les Mystérieuses Coiffures, qui sont des artistes merveilleux, qui font des coiffures extravagantes, magnifiques, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et voilà, on se marie très librement à Montmartre et c'est célébré par le maire du 18e arrondissement. Le vrai maire? Le vrai maire, oui, oui. D'accord. C'est l'anti-Las Vegas. D'accord. C'est ça. Il n'y a pas Céline Dion, mais il y a la fête des vendanges. Alors on revient au vin, puisque c'est quand même la fête des vendanges. À qui sont donnés les bénéfices de la vente des bouteilles et concrètement, à quoi servent-ils? Je sais qu'ils servent des œuvres sociales, mais concrètement, est-ce qu'on a des exemples dans le quartier de choses qui ont été faites grâce à la vente de ce vin? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre reportage, le maire en parlait. C'est le comité des fêtes qui commercialise le vin, le comité des fêtes et d'action sociale du 18e, et qui organise des voyages, des sorties, vacances pour les enfants de familles démunies du 18e, qui organise des repas pour les personnes âgées et esselées dans le 18e. Soirée Moulin Rouge. Soirée Moulin Rouge, Galette des Rois. Ils offrent, le comité des fêtes et d'action sociale offre une soirée au Moulin Rouge pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller et qui sont souvent seuls. Et c'est un moment de convivialité extraordinaire. Et si on veut participer, il suffit donc juste d'acheter des bouteilles. Où est-ce qu'on les achète? Combien ça coûte? Alors, on les achète toute l'année d'ailleurs? On peut les acheter toute l'année. Elles sont un peu prises d'assaut, je dois dire. Donc, parce qu'elles sont très bonnes, j'imagine. Oui, et unique au monde. Donc c'est vrai ça se revend après, ça prend de la valeur ou pas du tout? Vous pouvez regarder sur les sites de seconde main, on en voit. Voilà. On en voit. Il y a forcément de la spéculation comme sur beaucoup de vins, mais encore plus sur le Clos Montmartre. D'accord, donc c'est un vin recherché, rare et bon. Oui. Voilà. Ce sont des bouteilles un peu collector, on va dire, et les gens n'hésitent pas à mettre. Donc il faut vraiment foncer ce week-end si on veut des bouteilles. Voilà, sur le stand du comité des fêtes et d'action sociale, au sein du parcours du goût. Le parcours du goût, c'est au sein de la fête des vendanges. C'est vendredi, samedi, dimanche, un village d'exposants, viticulteurs et producteurs qui viennent pendant 3 jours. Et c'est autour du Sacré-Cœur, il y en a une centaine à peu près. Et il y a différents vins, là, il y a différents stands où il y a déjà allé, il y a une centaine d'exposants et il y a beaucoup de monde. Oui. Et donc le vin du Clos Montmartre est vendu sur le parcours du goût et il faut se battre. Faut y aller tôt. Le clos, comme son nom l'indique, il est clos. Ça veut dire que les visiteurs, les touristes ne voient qu'à travers les grilles. Donc c'est aussi ce week-end l'occasion de pouvoir visiter le Clos Montmartre. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, tout à fait. C'est complet. C'est complet déjà. C'est complet. C'est complet, mais il faut noter pour l'année prochaine. Toute l'année, on peut aussi s'inscrire à travers le musée de Montmartre pour pouvoir visiter le clos. C'est quand même, voilà, quand nous, on y est souvent avec maman pour conseiller les jardiniers et on voit toutes ces personnes qui s'arrêtent à la grille, qui regardent à travers la grille. On peut le visiter, le clos. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez mythique au milieu de ces buildings, de ces immeubles. Assez méconnu d'ailleurs. Oui, et en fait, finalement, ça reste le plus connu des 5 vignes de Paris. Donc ça, il a quand même, grâce à la fête qui dure depuis 92 ans, il est quand même renommé. Les 4 autres vignobles dont on s'occupe sont quand même assez peu connus des Parisiens, à part ceux qui habitent à côté. Et nous, quand on dit qu'on conseille la mairie de Paris, les gens nous parlent tout de suite de Montmartre. Il y a une évidence. Mais c'est où sont les autres vignes de Paris? Alors la Butte Bergère, Belleville, Bercy et Brassens. Brassens, on en revient toujours à Brassens finalement. Parc Georges Brassens. Et Bercy parce que à l'époque, une grande partie des vins qui venaient notamment de Bourgogne remontaient la Seine et étaient effectivement conservés dans les chais à Bercy, ce qui est aujourd'hui redevenu le Clos Saint-Émilion, c'est ça. En fait, voilà, et vous avez le cours Saint-Émilion. Le cours Saint-Émilion, c'est lié à ça. Et la cour Saint-Émilion est juste en face de la vigne de Bercy. Donc voilà, c'est assez chouette aussi de voir à travers ces bouts de vigne, c'est un bout de patrimoine parisien. C'est aussi, nous on le voit à chaque fois qu'on est sur place, un vecteur de transmission assez incroyable. Les gens s'arrêtent, posent des questions, prennent des photos. La vigne, elle est là aussi pour passer des messages. Et donc du coup, nous on n'est pas
passionnés que par la technique autour de l'entretien de la vigne au quotidien, mais parce qu'on va pouvoir transmettre aussi aux gens qui s'arrêtent, aux jardiniers. Leur redonner un bout de leur patrimoine. Bien sûr, bien sûr. Et on a un gros enjeu, nous, de durabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Elles sont menacées, ces vignes, ou non, pas du tout? mais en fait, globalement, on va dire que le but des prochaines années, ça va être de maintenir la vie des sols, de faire que depuis 92 ans, il y a du vin produit à Montmartre et qu'on arrive à en produire pour au moins 90 prochaines années. Donc voilà, on a un gros enjeu, nous, de garder vivants les sols. Et nous, on n'est que de passage avec maman sur Montmartre. Et notre but, ça va être de pouvoir aussi que les gens qui exploitent ces vignes dans les prochaines années le fassent avec des sols qui vivent. Voilà. Comme on n'est que de passage sur Terre, et l'idée, c'est de transmettre aussi à ses enfants une passion, un savoir-faire, une expérience. Voilà, une passion, un savoir-faire, une expérience. Et évidemment, on peut venir en famille pour transmettre tout ça ce week-end. Juste combien de personnes à peu près sont attendues ce week-end? Comment s'y rendre? Est-ce que toutes les stations de métro sont ouvertes? Est-ce que c'est sécurisé? Comment ça s'organise? C'est très sécurisé. Il faut rassurer tout le monde. C'est très sécurisé, tout est très sécurisé. Les stations de métro, évidemment, sont ouvertes et on conseille évidemment de venir en transport en commun, sûrement pas en voiture, même pas en vélo, parce que c'est vrai que quand on vient à la fête des vendanges de Montmartre... Pour venir en vélo, il faut être motivé. Alors, ça monte, mais bon, il y a des vélos électriques maintenant. Bien sûr, c'est vrai. Mais quand on vient à la fête des vendanges de Montmartre, on ne va pas se cacher. Et c'est accessible pour des personnes... On boit un petit coup avec plaisir, donc on évite de prendre le vélo avec modération, et la évidemment, voiture. je le rappelle. Toujours avec modération. Mais on évite quand même de prendre la voiture et le vélo, et on vient en transport en commun. De toute façon, dans Paris, je pense que c'est toujours le plus simple. Et c'est accessible, par exemple, pour des personnes à mobilité réduite? Accessible pour des personnes à mobilité réduite. Montmartre devient accessible de plus en plus aux personnes à mobilité réduite, et on met tout en œuvre pour que la fête et que tous les événements soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de la fête des vendanges de Montmartre, une fête historique, traditionnelle et engagée qui commence ce soir et se poursuit jusqu'à dimanche dans l'ensemble du 18e arrondissement de la capitale. On passe tout de suite à la partie culture. C'est une exposition exceptionnelle qui permettra à tous les Parisiens et Franciliens de comprendre comment vivaient leurs semblables durant l'entre-deux-guerres et peut-être même de partir sur les traces de leurs ancêtres. Ça s'appelle Les gens de Paris 1926-1936 et c'est au musée Carnavalet. Pour en parler en plateau avec nous, Valérie Guillaume, vous êtes co-commissaire de l'exposition et directrice du musée. Merci beaucoup d'être présente. Merci. Ma première question tout d'abord, c'est d'où viennent toutes les archives de cette exposition qui sont recensées? Comment vous les avez retrouvées? Alors, les archives de cette exposition proviennent des archives de Paris qui conservent tous les registres de recensement pour les années 1926, 1931 et 1936. Et ces registres ont la particularité d'être nominatifs, c'est-à-dire que nous connaissons et nous reconnaissons, si nous les connaissons, les personnes qui sont recensées. Tous les noms sont présents et nous pouvons comptabiliser sur ces 3 recensements plus de 8 200 000 noms. Très bien, mais alors pourquoi ça n'était jamais sorti avant? Est-ce qu'on les a découverts récemment ou est-ce que simplement l'idée est venue maintenant d'en faire une exposition? Ou ça prend peut-être beaucoup de temps aussi à organiser, bien sûr. Oui, alors ces registres sont connus depuis longtemps. De nombreux historiens et historiennes ont travaillé sur des rues et des quartiers très resserrés. Et l'intérêt de l'exposition présentée au musée Carnavalet Histoire de Paris est qu'elle utilise en fait un logiciel de reconnaissance optique des caractères. L'intelligence artificielle qui et l'intelligence artificielle de façon à faciliter en fait le traitement de l'ensemble des données des recensements, puisqu'il s'agit de plus de 8 millions de noms. Donc c'est sûr que l'intelligence artificielle nous permet de changer d'échelle et de découvrir l'ensemble de la population parisienne et non pas seulement un quartier ou une rue. Alors je vous propose de regarder un aperçu de l'exposition et on commente juste après. Une fois tous les 5 ans, les Français sont tenus de répondre à un questionnaire très complet qui permet de recenser le nombre des habitants de notre pays. Les bureaux de l'administration sont naturellement embouteillés par cette avalanche de documents et ce n'est que dans quelques mois que nous connaîtrons les résultats du dépouillement, malgré les procédés perfectionnés que l'on emploie. Alors une très belle bande-annonce. Ma première question, de quand date le premier recensement de Paris?
Alors, le premier recensement de Paris date du 19e siècle. La particularité des recensements en 1926, 1931 et 1936 est qu'ils sont nominatifs. Donc les précédents recensements, en fait, comptaient la population, mais ne recensaient pas les noms des individus, des personnes. Et ces recensements, en fait, nous permettent de prendre connaissance de l'état matrimonial des ménages et des familles, nous permettent aussi de prendre connaissance des professions des individus. Donc nous avons là une ressource extraordinaire qui nous permet en fait de prendre cette exposition bien au-delà des chiffres de recensement qui sont vertigineux, mais au travers de l'histoire des Parisiennes et des Parisiens dans leur singularité. Bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le chiffre total de la population parisienne qui, me semble, a atteint son pic en 1921. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait plus de monde à Paris que maintenant. Certainement. En 1921, donc, le pic de population est de 2 900 000 habitants. En 1926, 31 et 1936, la population a atteint environ 2 800 000 habitants. Donc aujourd'hui, au dernier recensement de 2022, la population parisienne est de 2 113 000 habitants. Pourtant, il y a eu les guerres. La population, elle se maintient pendant la guerre, malgré même les pertes humaines. C'est quand même très surprenant. Oui, alors c'est plutôt la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, qui a dépeuplé Paris et l'ensemble de la France aussi. Et cette guerre, en fait, occasionne un creux des naissances, un déficit de natalité qui est très important dans l'après-guerre. On reviendra sur cette chute de la natalité. Et alors, globalement, d'où viennent les Parisiens à l'époque? Est-ce qu'ils viennent de Bretagne? On voit autour de Montparnasse, il y en a encore des traces aujourd'hui. Il y a beaucoup de crêperies. Les gens viennent du Cantal aussi, j'imagine, puisqu'il y a beaucoup... Voilà. D'où viennent les Parisiens à l'époque? Est-ce que c'est des gens qui sont montés à Paris? Est-ce que c'est des étrangers? Est-ce qu'il y a beaucoup de natifs parisiens? Oui, alors il y a beaucoup de natifs parisiens. Hier comme aujourd'hui, ils sont 30%. Un tiers de la population est née à Paris. Le restant, donc, surtout dans l'entre-deux-guerres, vient des différents départements français, principalement, précisément de la Bretagne, de l'Auvergne, du nord de la France aussi, et du bassin parisien. Et une bonne partie vient aussi de l'empire colonial français, alors à son apogée, donc des différentes colonies, des départements d'Algérie, des protectorats, de tous les territoires donc de l'empire colonial français. Et un certain nombre aussi de personnes viennent des pays étrangers, notamment européens. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'on croise des noms connus dans l'exposition, Aznavour, Piaf, et ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur des visages très connus aujourd'hui du public. Oui, alors Édith Piaf, en effet, Joséphine Baker, Charles Aznavour et sa famille. Nous avons la chance d'avoir, grâce aux Archives nationales, en fait, les demandes de cartes d'identité d'étrangers déposées par les parents et la famille de Charles Aznavour, qui s'appelait alors Aznavourian. Et alors, une chose qu'on apprend dans cette exposition, que je trouve assez rigolote, c'est que Paris est une ville de célibataires. Enfin, du moins, une ville qui recense plus de célibataires qu'ailleurs. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ? Oui, certainement. Paris est une ville composée donc aux 2 tiers de personnes âgées entre 29 et 59 ans. Et donc, pour les moins de 20 ans, on a à peu près 20% de la population qui a moins de 20 ans. Et les plus de 60 ans forment 10% de la population. Donc, les 2 tiers de la population sont jeunes, des jeunes adultes venus à Paris pour travailler. Et ils ont aussi envie de s'amuser. Donc, ils fréquentent les dancings, les différents lieux de sociabilité. J'allais y venir justement. Où est-ce que se rencontrent les Parisiens? C'est un peu l'essor d'une sorte de culture, de certains lieux mythiques maintenant du Grand Paris? Des lieux importants à l'époque, comme le Luna Park, qui se trouvait à l'emplacement du Palais des Congrès, Porte-Maillot actuel. On a aussi Magic City, qui est au niveau du pont de l'Alma, sur le quai d'Orsay. Et on a beaucoup de lieux de sociabilité, des lieux de danse, aussi nombreux commerces, des cafés, des cabarets, des théâtres. Donc une vie nocturne qui laisse des riche traces, et qui nous laisse beaucoup de témoignages, à la fois des photographies, des peintures et des souvenirs, bien sûr. Et des termes et des traditions. Par exemple, j'ai appris que c'était à cette époque que naît le terme de Catherinette.
Oui, alors la fête de Sainte-Catherine est très usitée dans le milieu de la couture et de la mode, c'est-à-dire de l'industrie du chapeau. Et chaque 25 novembre, les jeunes femmes qui sont encore célibataires et qui ont Après 25 ans, voilà, marquent cette journée en se déguisant, en se costumant. Et dans l'exposition, nous avons une robe exceptionnelle, inédite, de Paul Poiret, puisque la donatrice de cette robe au musée Galliera est une descendante d'une vendeuse de la maison, voilà, et d'une Catherine qui avait 28 ans d'ailleurs, en 1931. Et donc, il a revêtu ce costume qui est jaune et vert. Alors, jaune, pour la grande marche des Catherinettes, c'est ça ? Voilà, pour la grande marche et la course, une course relais des Catherinettes. Et ces couleurs, en fait, associées aux Catherinettes, symbolisent pour le jaune la réussite et puis pour le vert l'espoir de retrouver un mari. Alors l'espoir, c'est quelque chose qui semblait un petit peu manquer à l'époque, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit énormément de similitudes avec la situation actuelle. Par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, le problème à l'époque, c'est la natalité. On a peur à l'époque que les Parisiens ne fassent plus d'enfants. Des lois sont même mises en place pour favoriser les familles nombreuses. Alors, quelles lois et à partir de combien on considère qu'une famille est nombreuse à l'époque ? Alors, la carte de famille nombreuse, c'est important, date des années 20, du début des années 20, 1920-21. Et Adolphe Le Landry, qui est un ministre de l'époque, notamment ministre du Travail, met en place les allocations familiales au début des années 30 et il les généralise, elles sont généralisées en 1937. Donc, en effet, beaucoup d'incitations à avoir des enfants se présentent ou sont constatées ici ou là. Parce que les gens ont combien d'enfants en moyenne à peu près à l'époque ? Alors, la moyenne en 1926, c'est 1,6 enfants par femme. Mais après, le chiffre baisse pour arriver à 1,2 enfants par femme, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui à Paris, j'entends. Parce que les chiffres sont donnés pour Paris. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Paris a toujours été un petit peu en décalage avec la province, que ce soit sur le nombre de mariages, on voit aussi le nombre de divorces, le nombre d'enfants, c'est quand même très intéressant. Une famille dont la photographie se trouve dans l'exposition, c'est la famille Guillemin, qui, elle, a 12 enfants. Alors, pour le coup, c'est pas du tout commun à l'époque. Non, c'est pas commun, et c'est la raison pour laquelle elle est récompensée, si je puis dire, par le prix Cognac-Jay. Alors, ce sont les fondateurs de la Samaritaine qui ont instauré ce prix. Qui consiste en quoi ? Simplement un prix ou ils reçoivent de l'argent ? Ils reçoivent de l'argent, ce qui correspond à peu près à 22 000 € actuels. Donc ils reçoivent une somme conséquente. C'est une famille qui habite dans le 8e arrondissement. C'était déjà chic le 8e arrondissement à l'époque ? Mixte, ouvrier, puisqu'il était la famille Guillemin, le père était ouvrier soudeur. Donc c'était des arrondissements beaucoup plus mixtes qu'aujourd'hui. Et donc cette famille est photographiée avec encore 11 enfants, puisque au moment du recensement, non, avec 12 enfants sur la photo, mais dans le recensement ils sont 11 parce que le dernier bébé n'était pas encore né au moment du recensement. Entre les deux. Alors on découvre aussi dans l'exposition la ville de Paris quartier par quartier, selon toujours les fameux recensements, avec autant de monde dans une seule ville. Est-ce que ça pose pas un petit problème de surpeuplement des logements ? Il est certain que dans les rues, comme à l'intérieur des appartements, des habitations, on était nombreux. Les films, les extraits de films qui sont montrés montrent des rues qui sont présentées, montrent des rues vraiment avec une foule considérable. Trop de monde. Trop de monde, sans doute, à nos yeux, oui, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y avait assez de place dans les appartements ? Parce que ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on découvre l'intérieur d'un appartement parisien grâce à un fait divers, un crime qui a marqué l'époque. Oui, alors on découvre l'appartement des Nozières. Vous connaissez sans doute l'histoire de Violette Nozière. On peut peut-être la rappeler en 2 mots. Voilà, qui a, en août 1933, elle a voulu empoisonner ses parents. Son père est décédé et son procès a été retentissant. Beaucoup d'artistes sont mobilisés pour la défendre. Oui, on le voit, André Breton notamment. André Breton notamment, Man Ray, Giacometti, Dali, beaucoup des peintres, des poètes ont édité un ouvrage en mettant l'accent sur l'inceste dont elle a été victime. Mais ça mêle 2 tabous en fait, le parricide, l'inceste. Le tabou de l'inceste, alors que le procès mettait l'accent sur l'empoisonnement et le parricide. Et donc ça nous permet de découvrir l'intérieur. Voilà, l'intérêt de ce procès est qu'il nous permet d'accéder à des photographies de l'intérieur du logement des Nozières qui se trouvait derrière la gare de Lyon, puisque le père était mécanicien au PLM sur la ligne Paris-Lyon-Marseille.
Et donc, cet appartement est composé de 2 pièces et il est confortable dans la mesure où il nous paraît assez pauvre, mais il est confortable suivant les critères de l'époque, car il a l'eau, le gaz, l'électricité et des toilettes à l'intérieur de cet appartement. Et une chose marquante à l'époque, l'Ouest parisien, qui est la partie la plus aisée de la capitale, eh bien, c'est déjà le cas à l'époque. Mais à cette époque, il y a moins en moins de domestiques et ceux qui restent ont leur propre logement. Et tout ça, on le sait grâce au recensement et au beau temps mondain. Et au beau temps mondain, qui en effet a été conçu au début du XXe siècle et qui permet, par exemple, de retrouver la famille Domergue. Nous présentons une peinture du peintre Domergue qui, avec sa femme, donc, se trouve avenue du Bois. Et donc, nous pouvons y recourir, en fait, pas seulement au registre de recensement, mais aussi au beau temps mondain, à l'état civil. Enfin, beaucoup de ressources nous permettent de bien connaître et de mieux connaître nos aïeux et nos aïeuls. Et alors, un autre aspect de cette exposition, c'est qu'on découvre que beaucoup de femmes, à l'époque, travaillaient, beaucoup de Parisiens d'ailleurs en général, travaillaient. Quels sont les domaines dans lesquels les Parisiens travaillaient? Alors, Paris est déjà peuplé de plus de femmes que d'hommes, bon, certainement suite aussi à la Première Guerre mondiale. Et les femmes, comme les hommes, travaillent. Alors, les nouveaux métiers émergents pour les femmes sont les métiers de dactylographe, ou les métiers de standardiste, téléphoniste. Et nous présentons donc dans l'exposition un certain nombre de témoignages audio très émouvants de femmes qui ont été enregistrées dans les années 1990 et qui se rappellent de leur jeunesse, donc dans l'entre-deux-guerres. Et elles étaient l'une concierge, l'autre dactylographe et la troisième. C'était très moderne pour l'époque d'ailleurs qu'autant de femmes travaillent. Là encore, il y avait une différence entre Paris. Oui, c'était moderne et il faut savoir que en fait, ces Parisiennes et ces Parisiens nous ressemblent et ils sont aussi très différents de nous. Les femmes comme les hommes pouvaient travailler à partir de l'âge de 13 ans révolu, ce qui est très jeune. C'est aussi l'époque de grandes lois sociales d'ailleurs. Voilà. Et ils travaillaient 48 heures. La durée de travail était de 48 heures par semaine. La mortalité infantile était importante. Donc, mais de cette façon, cette exposition nous montre combien ces Parisiennes et ces Parisiens sont proches de nous. Et nous ressemblent. Et proches de nous, et pour se sentir encore plus proches de nous, la bonne nouvelle, vous en avez parlé dès le début, c'est qu'on va peut-être pouvoir retrouver ses ancêtres, en apprendre un petit peu plus sur eux. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exposition, expliquez-nous, il y a quelque chose d'extrêmement ludique où on peut retrouver nos ancêtres. Alors, partir à leur trace. Dans la dernière salle de l'exposition, en effet, un certain nombre d'écrans nous permettent d'accéder à ces registres de recensement de population qui sont conservés aux archives de Paris. Et grâce à la base en intelligence artificielle, on peut uniquement taper le nom, le patronyme, le prénom ou la rue d'une personne que l'on connaît. Ah, même la rue? Oui, ou de sa famille, et retrouver comme cela un peu ses ancêtres. Et je vous assure que lors les dernières visites que j'ai pu accompagner, et aujourd'hui nous ouvrons l'exposition donc en ce mercredi 8 octobre, tous les visiteurs s'attardent dans cette salle et consultent ces écrans de façon à accéder au plus près de la vie de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, de leur famille ou de leurs connaissances. C'est donc une exposition qui va vous permettre de repartir à la trace de vos ancêtres. Merci beaucoup Valérie Guillaume d'être venue nous parler de cette exposition. Les gens de Paris 1926-1936, c'est au musée Carnavalet jusqu'au 8 février. On passe tout de suite à l'art de vivre. Merci beaucoup. Bonjour, on parle aujourd'hui d'art de vivre et aujourd'hui on découvre l'atelier Mazette. L'atelier Mazette, c'est la solution si vous souhaitez faire des activités manuelles à Paris sans vous ruiner, dans des achats complets à chaque nouvelle idée. Et ça vous permettra de tester plein de nouvelles activités. Juliette Buron, vous êtes la fondatrice de Mazette, le premier laboratoire créatif de Paris. Expliquez-nous un peu ce terme, laboratoire créatif. Oui, bien sûr. En fait, Mazette, c'est un lieu où on va pouvoir retrouver plus d'une vingtaine d'activités différentes en semi-autonomie. Ça veut dire qu'on explique les grandes étapes de création. Et ensuite, les personnes sont libres de créer ce qu'elles veulent. Et donc, l'idée de laboratoire, c'est l'idée d'expérimenter. On est là pour tester des choses, pour découvrir plein d'ateliers créatifs. Je vous ai ramené des petits exemples, si vous voulez voir, de tout ce qu'on peut faire à Mazette. Il y a plein de choses. On peut customiser, par exemple, un petit sac
avec, ça c'est un petit sac isotherme, on peut aussi... Tout ça, ça vient de l'atelier que vous avez créé. Alors on présentera ça juste après, on va juste revenir un peu en arrière, comprendre comment vous en êtes arrivé là. Initialement, vous avez fait des études de commerce dans le but de créer une entreprise comme celle-là ou pas du tout? Est-ce que vous avez toujours été animé par les activités manuelles? Alors, j'ai fait une école de commerce parce que j'avais envie de créer une entreprise plus tard et que j'étais attirée par ce monde-là. Mais les arts créatifs, de base, c'était pas mon dada. C'était pas la chose que je savais très bien faire. Et justement, une année, je me suis dit que j'allais faire tous mes cadeaux de Noël maison. Donc, par souci d'économie aussi. Complètement, bien parce sûr. que ça coûte cher, mine de rien. Évidemment. Et donc je me suis dit, je vais pouvoir tout faire maison, je vais chiner des objets, je vais les décorer, je vais pouvoir les offrir à mes proches. Et quand j'ai regardé comment faire tout ça, il fallait que j'achète beaucoup de matériel. Et je me suis dit déjà que ça me revenait beaucoup plus cher d'acheter tout le matériel. Puis ça prend de la place. À Paris, on n'a pas forcément la place, si on veut faire de la peinture, de mettre tous les pots de peinture, les toiles, etc. Totalement. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir un lieu où on pourrait avoir tout ce matériel pour pouvoir créer. Et surtout, du matériel adapté aux débutants. Parce que comme moi, je ne suis pas une grande créative, ça peut être compliqué de dessiner, par exemple. Je ne sais pas dessiner, donc comment je vais faire pour faire quelque chose. Ouais, et puis de rencontrer du monde aussi, parce qu'on peut le faire, on l'a vu avec le Covid, tout le monde a essayé mais avec des tutos YouTube, c'est moins sympa que d'essayer avec des amis ou même avec des gens qu'on rencontre sur place. J'imagine que tout ça, Mazette le propose. Quand est-ce que Mazette a vu le jour pour proposer tout ça? Il y a 4 ans bientôt, en mars, on fêtera nos 4 ans. Donc il y a 4 ans, Mazette a ouvert ses portes pour pouvoir proposer à tout le monde un moment de détente où on va pouvoir créer et laisser un peu son esprit à côté. Alors justement, parce que laisser son esprit de côté, parce qu'en fait, les loisirs créatifs, ça a aussi un aspect bon pour la santé, pour le moral. On se sent fier de soi quand on a réussi cet exploit parfois de faire de la peinture, parce que pour certains, c'est un exploit. Est-ce que vous le constatez, ça? Est-ce que Mazette rend les gens heureux, finalement? Franchement, on le voit et c'est super chouette de voir parfois des personnes qui arrivent avec des petits a priori. On a des personnes qui vont dire « Ah non, mais moi, je ne sais pas du tout faire, j'accompagne juste. » Et on les pousse un peu à se prendre au jeu. Et vu qu'il y a plein de choses et des choses aussi très simples... À prendre confiance en eux. Ouais, exactement. Et on voit à la fin les sourires et c'est très drôle parce que parfois, on a des personnes qui viennent vraiment nous montrer « Regardez ce que j'ai fait !» Un petit côté régressif d'enfant, un peu content de montrer son œuvre d'art. Et nous, ça nous fait toujours super plaisir de voir tout ce qui est créé à Mazette. Et alors justement, vous le proposiez au début, qu'est-ce qu'on peut faire chez Mazette? Est-ce qu'il y a une activité phare, par exemple? Alors l'activité phare qu'on retrouve pas mal, ça va être la peinture sur porcelaine. Donc le fait de pouvoir customiser son assiette, customiser un vase. Là, il est customisé, le vase. Oui, exactement. Tout a été peint dessus. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est une de mes employées. Très bien. Qui l'a fait. On va aussi retrouver le punch needle, qui est une activité qui est assez phare aussi. Qu'est-ce que le punch needle? Le punch needle, ça sert à customiser des vêtements. Donc là, comme le sac, par exemple, on peut aussi faire des dessous de plat, des dessous de verre, on peut faire tout un tas de choses et ça se fait avec un fil et une aiguille. C'est super simple à faire. C'est très long. Il y a beaucoup de points, là, non? Celui-ci, il met 3h30 à faire. D'accord. Mais on peut faire des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus petites, qui vont mettre beaucoup moins de temps, en 1 heure, 1h30. On peut avoir fait quelque chose. Donc il y en a pour les patients, les moins patients, il y en a pour tout le monde. Exactement. Exactement. Et j'ai entendu parler de résine jasmonite. Oui. Apparemment, c'est un grand succès. J'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. On peut faire des petits objets. Donc, par exemple, une petite boîte, un bougeoir et hop, un range-œuf, par exemple. Mais on a plus d'une 40aine d'objets. D'accord. Et ça va se faire à partir d'un moule. Donc, en fait, on a un moule comme ceci. Et on va pouvoir, dans ce moule, mettre des paillettes, des feuilles d'or. Et ensuite, mélanger une poudre et du liquide. On les mélange, on met nos petits colorants. On met dans le moule. Ludique. Complètement facile. Et on sait faire un gâteau avec un enfant, on peut faire de la résine jasmonite avec un enfant. Et alors justement, vous parlez des enfants. Est-ce qu'on peut venir avec les enfants? Est-ce qu'il y a des choses organisées pour eux? Est-ce qu'on peut venir en famille? C'est adapté aux enfants? Oui, c'est totalement adapté aux enfants. Chez Mazette, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Donc les familles qui ont envie de passer un moment créatif avec les enfants, ça évite aussi de salir tout à la maison. On peut les emmener. Voilà, ouais, on est beaucoup mieux chez Mazette pour pouvoir créer. C'est vraiment, nous, ce qu'on prône, c'est un moment de convivialité entre parents et enfants. Pour avoir vraiment un moment où on va être accompagné par quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer les choses et ensuite vraiment de passer un moment avec son enfant à créer. C'est aussi les enlever un peu parfois des écrans, trouver une nouvelle alternative d'activité. Et passer un moment en famille. Exactement. Parce que concrètement, comment ça se passe en fait? Mettons, je veux y aller samedi. Oui. Je dis un jour au hasard. Comment ça se passe? J'arrive, je pousse la porte ou je dois m'inscrire avant, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me donne un cours. Comment ça se passe? Alors, si vous voulez venir, vous pouvez réserver. Surtout si vous venez le samedi, il vaut mieux réserver pour le coup. Puis si vous venez en semaine, généralement, on a un peu plus de place.
Une fois que vous arrivez sur place, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, vous payez 15 € de l'heure par personne. Vous avez accès à tout l'espace, donc vous allez avoir accès aux moules, aux peintures, aux conseils, aux outils, aux pinceaux, tout ce qui est Quand vous dites possible. les conseils, c'est-à-dire il y a un prof par activité? Il va y avoir un peu comme si vous alliez à la salle de sport, on va vous expliquer un peu les machines, comment chacune fonctionne. Vous n'allez pas avoir un cours collectif nécessairement. Là, c'est la même chose, on va vous expliquer, ok, tu veux faire de la résine, alors je vais t'expliquer comment on le fait. Mais à la même table, on peut avoir des personnes qui font des activités différentes. Donc on peut y aller avec des amis, et s'il y en a un qui a envie de faire de la peinture, il fait de la peinture. L'autre, il veut faire de la résine, il fait de la résine, ou de la mosaïque, ou toutes sortes de choses. Et notre personnel sur place, donc nos conseillers et conseillères artistiques, elles vont expliquer toutes les étapes. Donc elles vont venir vous voir petit à petit en vous disant, voilà, là maintenant, la prochaine étape, ça va être ça. Et elles vont conseiller, aider. Il y a des personnes qui viennent aussi avec leur propre projet. On va pouvoir expliquer comment on fait. Et on va les suivre tout du long. Et soit on peut venir avec ce qu'on a à la maison qu'on voudrait customiser. Donc si on a une assiette chez soi, on peut venir avec son assiette pour la customiser. Et dans les 15 € de l'heure, on aura la peinture, les feutres, les pochoirs, tout ce qui se... J'allais y venir justement. Combien ça coûte? Donc 15 € de l'heure. Et sur place, qu'est-ce qu'il y a? On achète les supports, on n'achète pas du tout le matériel. On achète vraiment juste des supports qu'on peut d'ailleurs amener de chez soi, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on va acheter, c'est la matière première, ce qui, quand vous partez, n'est plus là. Un pot de peinture, il est toujours là et vous avez utilisé un petit peu de peinture. En revanche, votre assiette, vous allez repartir avec, votre tote bag, les choses comme ça. Donc ça, vous les achetez dans la boutique sur place ou alors vous venez avec. Et ensuite, vous avez les 15 € de l'heure. En moyenne, les personnes, elles vont dépenser entre 30 et 40 €. Donc elles restent 2 heures, 2 exactement. heures et demie. Ouais, elles restent en moyenne 2 heures et elles vont acheter dans la boutique des petits objets. En soi, on est sur des prix plutôt autour de 2 et 8 € D'accord, en boutique. donc carrément abordable. Oui, complètement abordable. Et pour les étudiants, il y en a qui restent 1 heure, qui ont ramené leur assiette de chez eux. En 1 heure, on a le temps de customiser une assiette et en 15 €, on a fait une activité. Vous disiez qu'il y a des gens qui restent toute la journée, parce qu'il y a de quoi, par exemple, se restaurer sur place? Oui, totalement. Il y a, du coup, on a tout un service de boissons et de planches apéritives, tapas. Donc même pour le soir? Complètement. Il n'y a pas que le goûter ou le déjeuner, habituellement on pense qu'à ça, mais en fait on peut même y dîner. Oui, totalement. Ambiance after work, on va pouvoir venir avec des collègues, prendre une petite planche. J'imagine qu'il y a beaucoup d'after work ou d'espèces de team building qui se font là-bas. Oui, complètement. On a beaucoup d'entreprises qui viennent à la recherche d'activités un petit peu atypiques. Et le fait que tout le monde puisse faire une activité différente, souvent ça aide aussi à réconcilier. Oui, c'est moins crispant que de voir tous faire la même chose, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Exactement. C'est vraiment du sur-mesure. Et alors, vous avez combien de personnes qui viennent à peu près? Parce que c'est ouvert tous les jours, c'est ça qui est assez impressionnant. Oui, on est ouvert tous les jours. Alors, combien de personnes viennent? Ça va dépendre des jours. Les samedis, on peut être jusqu'à une centaine de personnes, voire un petit peu plus. Et c'est pas trop bruyant? Je me mets à la place de la personne qui nous écoute. C'est pas trop bruyant de se dire il y a 100 personnes qui font des activités, il y a des enfants? Alors, en soi, non, ça va, parce qu'en fait, les gens, quand ils sont en train de faire une activité, sont quand même assez concentrés. Il y a quand même un moment où on est en évasion totale, on est en train de réfléchir à quoi ça va ressembler, on cherche son jaune, on a envie de mettre ça, on s'attarde sur nos détails. Et il y a quand même de la conversation, bien évidemment, mais ça reste quand même très agréable. Oui, totalement. Et puis, c'est aussi très chouette, cette émulsion créative, parce qu'on va pouvoir aller voir le voisin et c'est super sympa ce que tu as fait. Ça crée du lien, en fait. Oui, complètement. D'accord, donc les gens rencontrent des personnes sur place. Ouais. Et c'était le but quand vous avez créé... Oui, alors il y avait en fait, moi j'avais vraiment un but de bien-être de façon globale, donc c'est de créer, de s'évader, de se sentir fier de ce qu'on a fait à la fin. Parce que Mazette, notre slogan, c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment la fierté. La fierté, c'est moi qui ai fait ça. Donc ce côté bien-être quand on repart sur le moment, parce que faire une activité créative, c'est aussi un moment où on lâche prise, où on s'évade. Et on aussi... se recentre sur l'essentiel et on coupe notre cerveau. Oui, complètement. Et aussi la rencontre avec d'autres personnes, de faire un lieu où les gens vont pouvoir aussi se rencontrer. Parce que c'est vrai que moi, l'idée m'est venue avant le Covid, mais pendant le Covid, j'ai décidé de me lancer aussi parce que j'ai vu tout le monde commencer à faire des activités créatives. Mais il n'y avait pas de lieu pour réunir. Oui, exactement. Et alors Mazette, ça a 4 ans. Oui. Et dans quel état est votre équipe aujourd'hui? Est-ce que vous avez recruté des gens? Est-ce que c'est une entreprise qui grandit petit à petit? Oui, c'est une entreprise qui grandit. Là, aujourd'hui, on est 12 personnes au total chez Mazette. Et là, on a comme projet d'en ouvrir un deuxième. À Paris aussi? Non, ce sera en région, du coup. L'idée, c'est d'aller en ouvrir un peu partout en France. Donc là, le deuxième arrive bientôt. Je ne peux pas encore dire exactement où c'est parce qu'on attend la signature du local. Mais une fois qu'on a le local signé, ça devrait arriver dans les 6 prochains mois. Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Juliette Buron, d'être venue nous présenter Mazette, le premier laboratoire créatif de Paris. C'est au 7 rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement de Paris. Et c'est ouvert tous les jours de la semaine, de 14h à 22h du lundi au jeudi, jusqu'à 20h le vendredi et de 10h à 20h le week-end. Ouais. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et rendez-vous demain à la même heure sur la chaîne du Figaro TV.